Monsieur Chazot. Ce programme local de l'habitat est un sujet qui recoupe des échanges qu'on a depuis un moment sur le plan local d'urbanisme et qui va encore nous occuper quelque temps parce que c'est un projet structurant et qui va nous engager sur l'avenir et la sociologie de la ville. Ce rapport est important parce qu'il précise plusieurs éléments. La rénovation du parc existant, de réels efforts de solidarité, de favoriser les grands logements et enfin les opportunités foncières qui peuvent basculer d'une commune à une autre. Effectivement, on parle de 2175 logements sur l'ensemble du Pays de l'Eure, mais il faut quand même rappeler que sur l'ensemble des villes, et notamment les villes qui sont en front de mer, pour ne pas les citer, les opportunités foncières sont très limitées, pour ne pas dire inexistantes. Ça veut dire qu'une bonne partie de l'effort va se répercuter ici, à Moguio-Carnon, et on sait que la Fonde Moguio devrait nous amener peu ou prou sur ces fameux 20 000 habitants. Et donc là, vraiment, on va se poser la question sur la densification de la ville et quel est l'avenir pour notre commune, parce que ça voudra dire que finalement, si on va déjà atteindre notre quota sur la Fonde Moguio, on va avoir pour le reste de la ville un remplacement de quartiers résidentiels individuels par des espaces d'ensemble collectifs. C'est un peu ce qui a été dit d'ailleurs dans les réunions publiques qui ont été faites par les services de l'urbanisme. Et donc cette densification de la ville par un collectif dont 30% va échapper à la maîtrise de la municipalité, et c'est d'ailleurs dans votre propre rapport, m'amène à poser finalement trois questions. Pour le logement abordable à bas prix, quels vont être les critères d'attribution pour réaliser, qui va réaliser cet arbitrage et ce choix? La deuxième question, pour les logements sociaux, pouvez-vous là aussi repréciser, mais vous l'avez commencé, l'arbitrage entre la préfecture et la ville, puisque la marge de manœuvre de la ville va être relativement limitée. Et enfin, la troisième et la dernière question, qui finalement pour moi me semble la plus fondamentale, concernant ces demandes sociales pour un futur des habitants et une population qui n'aura pas forcément souhaité et choisi de venir sur sa commune avec notre culture, quel est l'avenir et l'âme de Moguio-Carnon? Et vous avez commencé à l'esquisser en parlant de nos racines. Est-ce que vous pouvez le préciser? Je vous remercie. Je n'ai pas compris le troisième volet, M. Chazot. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Avec cet apport social, puisque on va avoir 30%, 33%, vous l'avez cité dans ce rapport-là. On l'a déjà depuis 10 ans. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, on va en rajouter. Rajouter quoi? On parle de sont des gens de Moguio et de Carnon, M. Chazot. Mais c'est précisément ce que je vous dis. Oui. Qu'est-ce qui nous garantit? Il n'y a aucune garantie, on le sait. Et vous l'avez dit vous-même, ça va être d'autres acteurs tels que la préfecture qui vont le décider. Alors, on n'invente rien. Je précise que le CCAS a depuis plus d'une mandature clarifié, il a critérisé les attributions qui sont, j'allais dire, en toute transparence, les attributions potentielles avec des classements relatifs à des analyses sociales, des analyses de revenus, s'il y a des handicaps. Nous avons obtenu à ce jour une moyenne de 3 attributions sur 4. Parfois, nous arrivions à 80%. C'est-à-dire que, comme nous travaillons nos dossiers, et j'en remercie les services et l'adjoint délégué, M. Pradeil, comme nous travaillons nos dossiers, nous essayons chaque fois de créer une perspective, nous imposons aux bailleurs la typologie des logements dont nous avons besoin. De ce fait, il y a la meilleure adéquation possible entre la production de logements et l'attente des familles. Les critères ne sont pas, c'est pas parce qu'on est melgorien qu'on a le logement, qu'on n'est pas melgorien qu'on ne l'a pas. Ce sont les revenus. Il y a un coefficient qui est accordé pour toutes les familles. Il y a ce qu'on appelle aussi le reste à vivre. Il y a aussi une logique qui consiste à éviter les déplacements. Et quand quelqu'un a un emploi sur place et qu'il a un logement sur place, ben c'est une personne de moins sur les routes. Donc il y a une logique qui n'est pas nouvelle et qui fait que petit à petit, nous intégrons. Alors, petitement, il y a 2 ans, nous avons produit 100 logements abordables et sociaux. Donc sur ces 100 logements, on a pu satisfaire à peu près entre 75 et 80 familles. Une année normale, 23, 25, ça dépend. Parfois c'est à l'étiage, c'est-à-dire que 23, 25, ça veut dire que vous avez une vingtaine de familles qui sont pourvues, qui sont, j'allais dire, accompagnées par la commune. La commune déploie ce qu'on appelle le parcours résidentiel. Et le recours au BRS aujourd'hui est une manière d'essayer d'intégrer les jeunes ménages qui ne peuvent pas
avec un allègement de la contribution du foncier de 25 à 30%. Donc, j'allais dire, il n'y a rien de nouveau. Je rappelle simplement, je veux pas me dédouaner, parce que ça voudrait dire que je suis accusé. Je veux bien préciser que la commune, quand elle crée 100 logements, elle n'a pas 100 familles de la commune qui vont être attributaires, nécessairement. Et à ce jour, la Fond de Moguio est un document programmatique qui, lui, merveilleux n'est pas le terme, mais en tout cas, il est adéquat. C'est-à-dire qu'il permet une lisibilité d'une production qui a été lissée sur 10 ans, qui doit se terminer normalement en 2028, où on sait qu'on a à peu près 800 logements sur 10 ans, ça fait 80 logements par an. 80 logements par an, je précise qu'on est encore loin, enfin on est loin, on a atteint les 2 tiers, les 3 quarts des 117 logements pour ne pas avoir un Melgorien de plus. C'est-à-dire que ce sont souvent des attributions de personnes qui sont déjà résidentes sur la commune. Et le challenge aujourd'hui que nous devons relever ensemble sur le PLH, c'est arriver à intégrer quand c'est possible, avec des hauteurs qui sont les hauteurs du PLU d'aujourd'hui. Celles des bâtiments qu'on ne voit pas, il n'est pas question de faire des 5-6 étages et de faire des tours, c'est hors de question. Donc nous avons potentiellement, et ce sera notre travail dans le PADD que nous travaillerons ensemble, voir quels sont aussi les OAP que nous pouvons déclencher, des OAP qui vont non seulement s'inscrire dans le futur, mais aussi donner un petit peu d'air à la commune. Il y a des endroits où c'est peut-être trop compliqué, c'est certainement trop compliqué. Il y a des endroits où on va dire non. Clairement aujourd'hui, et je le dis et je le répète, avec le sursis statué dans les périmètres d'études que nous avons définis, nous disons souvent non à des promoteurs qui arrivent et qui nous disent je veux faire ça, je veux faire ça. On dit carrément non. On est le pied sur le frein, en sachant qu'il y a des programmes qui tardent à démarrer, y compris à la Fond de Moguio, parce que les prêts sont difficilement disponibles par rapport à la hausse des taux, et que même dans un rythme choisi avec une prévision qui est déjà bien établie, c'est déjà assez compliqué. Et là-dessus, je ne vois pas l'inquiétude que nous pourrions avoir sur les populations qui viennent en sachant que 3 Français sur 4 sont éligibles au logement social, je le rappelle, comme vous le savez. Et nous avons eu fait même des opérations 100% sociales, craintes par certaines personnes. Je rappelle que les ateliers municipaux, aujourd'hui, fort de 33 logements sociaux, ça se passe plutôt bien, même très bien. Que nous avons fait également, selon le vœu de Madame Pellissier, la maison Pellissier, nous avons fait du 100% social. Je n'ai pas entendu qu'il y ait de problème spécifique. Donc, nous avons aussi, et je ne l'ai pas dit, mais je le rappelle, je l'ai eu dit avant, que dans les nouvelles recompositions urbanistiques de la commune, eh bien, il y a des fonctionnalités qui seront mises en place, c'est-à-dire en pied d'immeuble, à tel ou tel endroit, on aura un commerce. On va arrêter d'avoir des continuités de béton ou de murs ou de garages ou de sous-sol ou de parking qui n'ont aucune vie. Donc tout cela, c'est un travail commun. Voilà. Je ne dis pas qu'il est parfait, on tend vers. Voilà. Sur l'aspect social, je ne reviendrai pas et je prends acte de votre réponse. Par contre, je rebondis sur la notion de surseoir à statuer, parce qu'effectivement, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire on s'en prive un peu. On a eu des exemples récents, on en a parlé la dernière fois en commission, où on aurait pu utiliser ce surseoir à statuer pour freiner un petit peu la partie promoteur et se donner le temps, notamment sur des espaces où il y avait des maisons avec des grands jardins qui étaient, pour lutter contre tout ce qui est îlots de chaleur et autres. On va remplacer, un promoteur va faire tout un ensemble qui là pour le coup va être bétonné. Là, typiquement, on aurait pu utiliser le surseoir à statuer. Voilà des exemples où on pourrait avancer sur ce point-là. Excusez-moi. Monsieur Denat. J'en reviens à la page 7 du document. Alors c'est un document, pour être clair, pour ceux qui siègent à la communauté d'agglomération, qui a été en effet débattu et qui a
surtout eu l'intérêt de nous être présentés dans des commissions, ce que vous n'avez pas eu de chance d'avoir ici, au niveau du conseil municipal, dans des commissions où on avait des échanges avec les bureaux d'études, etc. Je reviens sur la page 7 que je vous invite à ouvrir, du plan local de l'habitat 2024-2029 qui nous a été remis avec le truc, avec l'invitation. Il est en effet précisé que Moggio présente avec Valergue un potentiel supérieur à l'objectif 2024-2019, contrairement à d'autres communes littorales comme Palavas et la Grande Motte. Dans ces objectifs de production de la page 7, objectif de production PLH fourchette basse 810 logements, fourchette haute 990. Nombre de logements identifiés 1024, fourchette basse, 1029, fourchette haute. Les logements identifiés étant tous les endroits, y compris dans le diffus, où on repère des terrains ou des logements actuels qui peuvent être démolis pour être reconstruits, la ville sur la ville. Si je fais la division, 810 par les 6 années du PLH, j'obtiens 135 logements par an. Si je fais la division fourchette haute, je suis à 165 logements par an. C'est pas 117. Et je veux dire par là que quand on voit, après moi j'entends les déclarations sur le vivre, ce que je constate c'est l'avenue Jean-Baptiste Clément, la manière dont elle évolue. Ce que je constate c'est, pour avoir été participé pendant un certain temps aux volontés affichées de développement, c'est des endroits où les immeubles vont longer les routes comme sur l'avenue de Montpellier ou d'autres qui sont déjà identifiés. Et je trouve un peu dommage qu'on n'utilise pas, encore une fois, le dialogue un peu plus ouvert, c'est pas faute de le proposer, pour pouvoir parler de tout ça. Je continue sur 2 points. Je note aussi que dans le rapport de présentation du point 5 à la page 8, il est écrit que, oui, notre population vieillit, des classes d'école ferment. C'est juste un rappel de ce que j'avais dit au conseil municipal, on m'a dit on n'en ferme plus. On a perdu quelque chose comme 300 élèves, je crois, ou je ne sais plus, en peu de temps, de 1624 à 1483, page 21. Donc notre population vieillit. Ce que dit aussi le PLH, c'est qu'il y a des logements qui seraient intéressants de créer hors EHPAD, et vous connaissez ma position hors EHPAD pour riches, même si l'EHPAD de la Croix-Rouge, je suis conscient de l'effort que ça représente. C'est pas un EHPAD, c'est une résidence autonomie. Oui, résidence, voilà. Alors, même si cette création est une avancée, il en demeure pas moins qu'on a une seigneuriale à 92 logements. Alors, moi, j'ai franchement du mal à calculer comment on arrive à 20 000 en ajoutant tout ça. Non, et je ne parle pas, moi, je finis juste en 2 secondes. Et je ne parle pas de la différenciation sociale, pas sociale. Un point sur le BRS que j'ai déjà aussi indiqué lors des débats à l'agglomération. Pour moi, le BRS, c'est quand même des conditions de revente très particulières. Et quand on parle d'un cheminement d'accession à la propriété, le BRS ne peut pas être revendu dans n'importe quelle condition à n'importe qui. Les problèmes, heureusement. Les problèmes, oui. Ça aurait pu être maîtrisé à la fond dès le début, ça ne l'a pas été. Le BRS n'est pas forcément la seule manière d'éviter ça, parce que ça pose des autres problèmes, y compris pour les primo-accédants, sur le droit à l'héritage, etc. Donc je pense aussi que le BRS n'est pas l'alpha et l'oméga de ce type de choses. Donc beaucoup de réticences sur ce qui nous a été dit, non pas écrit, parce que écrit là-dessus, voilà. J'aimerais bien qu'on parle un peu des personnes âgées, des seniors qui sont pas tous. Il y a beaucoup de seniors qui arrivent ici parce qu'ils ont
les moyens, les envies, etc. Et j'entends le social, mais tous les seniors ne sont pas non plus dans le social. Il y a besoin de logements adaptés. Il y a besoin peut-être, c'est travailler dans le cas du CODEV, d'avoir aussi des solutions qui permettent aux générations de vivre ensemble, de mieux vivre ensemble, parce que je pense que c'est aussi un point important. Voilà, je vous remercie.